Bienvenue au podcast Sivalgo, le podcast qui vise à élever le niveau de l'industrie en donnant des conseils, des astuces, des bonnes pratiques. Aidez-nous dans notre mission, partagez ce podcast avec votre network. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Lachance-Tremblay, professeur en construction de l'ETS. Comment ça va, Éric? Ça roule, ça va bien. La fin de la session arrive. On est content, on commence à respirer, mais il y a la saison des travaux qui arrive aussi. Fait que ça va être de très courte durée, ce répit-là. Toujours de l'intensité. Toujours. Aujourd'hui, Éric, on va parler de réhabilitation de chaussées, de techniques de recyclage, de performance dans l'industrie. On est curieux. Comment on commence là-dedans? Peut-être tu veux nous parler de ton parcours pour commencer? Ouais, ben j'ai un parcours assez spécial, un peu atypique, là. J'ai fait mes études d'ingénieur à l'ETS. Après avoir fait quelques stages, ça me tentait pas trop d'aller dans l'industrie tout de suite. En fait, je trouvais que j'étais pas prête. Fait que j'ai décidé de faire une maîtrise sur les enrobés bitumineux. Après ça, après la maîtrise, j'ai dit, c'est juste un aperçu, j'en veux plus. Fait que j'ai fait ma thèse, j'ai fait mon doctorat. Puis là, mais là, à la fin de la thèse, après 10 ans d'université, j'étais tanné. Là. J'ai dit, là, c'est assez l'école, je vais aller travailler. J'étais allé travailler 4 ans dans l'industrie, mais quelqu'un qui a fait une thèse, hein, c'est un chercheur, on fait de la recherche quand on fait une thèse de doctorat. Donc, j'avais toujours cette idée-là derrière la tête d'une carrière académique. Mais je me disais, non, Éric, il faut quand même que tu fasses ton temps dans l'industrie pour apprendre c'est quoi le métier d'ingénieur, comment ça se passe sur des chantiers. Moi, j'aime beaucoup les chantiers de construction, là, c'est mon terrain de jeu. Fait qu'après 4 ans, là, j'ai eu l'opportunité d'aller à l'ETS comme prof. Puis depuis 2021, je suis prof à l'ETS. Tu sais, t'es prof à l'ETS, puis je trouve que tes élèves sont chanceux parce que c'était très dynamique. On s'est croisés justement à l'ETS au moment de tes travaux post-universitaires. Et puis, je sais maintenant que tu fais beaucoup de recherches, mais tu es très impliqué au niveau de l'industrie pour justement élever le niveau de notre industrie là, du pavage au Québec puis des routes. Ouais, j'aime ça être ancré dans les réalités et les problèmes de l'industrie. Je trouve que la mission d'un chercheur, c'est de faire avancer la science, faire avancer les connaissances. Mais une grande partie de ce travail-là, c'est le transfert de connaissances. Comment on transmet nos connaissances qu'on développe dans nos labos avec nos équipes de recherche. Comment on peut rendre ça concret et applicable pour l'industrie? Puis pour comprendre ce contexte-là, cette réalité-là de l'industrie, il faut être impliqué. Il faut parler aux gens, parler aux entrepreneurs, aux ingénieurs, comprendre c'est quoi leur contexte. Moi, quand je vais sur des chantiers, ce que j'aime faire, c'est d'aller voir les gars qui travaillent, les opérateurs. Puis je leur parle. Explique-moi comment. Des fois, j'ai une bonne réception. Des fois, je le sais assez vite si le gars il a pas le goût de me parler. Mais explique-moi donc, cette pièce-là, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, j'engage un dialogue pour comprendre la machine, comprendre la réalité de qu'est-ce que le gars est en train de faire concrètement sur sa planeuse, sur sa paveuse. Puis souvent, ça me donne des idées. Après ça, je retourne dans mon labo avec mon équipe où dans la recherche, on a le temps d'étudier des questions pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Hein, on a le luxe de se donner le temps, ce qu'on n'a pas nécessairement dans l'industrie, parce qu'on n'est pas dans le même contexte. Hein. Les projets doivent se faire dans les temps, dans le respect des échéanciers, des budgets. Je m'implique dans ces projets-là. Je comprends la réalité des gens. J'essaie du moins de comprendre, puis de traduire ça en questions de recherche. Comment je peux répondre à leurs problèmes à eux en y injectant un peu de recherche, un peu de science. Donc, c'est de faire le lien entre les réalités, les besoins de l'industrie, puis qu'est-ce qu'on peut faire comme chercheur. Je pense qu'il y a différents types de chercheurs. Hein. Il y en a que c'est des théoriciens. On l'a vu, là, le chercheur Brassard qui vient de gagner le prix de Turing en informatique, lui, c'est un théoricien pur. Ça en prend des chercheurs comme ça, mais ça prend aussi des praticiens qui sont capables de faire le lien entre la théorie et l'implantation dans les pratiques. Moi, je me considère comme un praticien. Fait que si je comprends bien, tu vas sur les chantiers, tu apprends, tu observes des problématiques. Depuis toutes tes connaissances, tu prends les nouvelles problématiques, tu les ramènes dans le labo, puis à partir de là, tu élabores des meilleures techniques, des meilleures pratiques pour justement élever l'industrie. Tu peux-tu nous donner des exemples un peu de... Parce qu'on veut rentrer dans l'ingénierie, Ouais. là, justement. Donne-nous des exemples de ce que tu as fait à ce niveau-là. Par exemple, une des choses que j'ai constatées, ça n'a pas été très, très compliqué, hein, c'est j'ai regardé l'état de nos routes. Je me suis dit, Colin, on fait des travaux à chaque année, puis nos routes sont tout aussi dégradées. Ça doit être parce que
Il y a quelque chose qu'on fait pas de la bonne façon. Il y a un problème à quelque part. En creusant, en regardant Moi, je crois beaucoup aux techniques de recyclage en place, auxquelles on n'utilise pas beaucoup au Québec. Donc, on les utilisait dans le passé, mais ces derniers temps, pas très beaucoup recours au retraitement en place, par exemple, au recyclage à froid. Donc, je me suis intéressé au début à ces techniques-là. Et là, en creusant, en essayant de voir pourquoi on n'utilise pas plus ces techniques-là qui, des fois, nous permettent de répondre à un besoin de la chaussée en tant que telle, ben, j'ai réalisé que le problème, c'était pas tant la technique, c'était plutôt le processus complet qui est lié à la réhabilitation de chaussée. T'sais, on pense souvent à la réhabilitation de chaussée, c'est on fait une job, on fait une technique, on pave, c'est fini, on s'en va. Mais non, c'est plus que ça, la réhabilitation de chaussée. C'est un processus. C'est de tenir compte des besoins de la route. Qu'est-ce qu'elle a de besoin? C'est quoi son état de santé? C'est quoi son problème? Après, c'est de choisir le bon traitement en fonction de c'est quoi le problème de santé de la route, mais aussi du budget, des contraintes logistiques, de faire la conception de ce projet de réhabilitation-là, de le réaliser, puis après ça, de le suivre dans le temps. Tu sais, tu t'achètes une maison, au jour 1, tu achètes ta maison, tu vas pas rien faire sur ta maison après 20 ans. Tu vas la suivre, tu vas te promener, tu vas regarder l'état. Je remarque que ça se dégrade à tel endroit, mon scellant autour de mes fenêtres décolle. Ben, tu vas poser une action corrective. Tu vas suivre l'état de ta route, de ta maison, de ta voiture. Ben, c'est la même chose avec nos routes. Il faut faire la même chose. Il ne faut pas les réhabiliter, puis après ça, penser qu'on pendant 20 ans, on n'a rien à faire. Non, il faut constamment être en observation sur notre réseau, voir est-ce qu'il s'endommage de manière plus prématurée que j'avais anticipé? Est-ce qu'il y a besoin de sceller des fissures, par exemple? Il faut revoir le processus complet de réhabilitation de chaussée, puis c'est ce que j'essaye de faire à l'ETS. Donc, donner des outils à l'industrie pour non pas uniquement travailler sur la technique, parce que je pense qu'au Québec, on a des très bons entrepreneurs qui sont capables de faire des très bons travaux. Il y a une très grande expertise. Moi, je le vois en parlant avec ces entrepreneurs-là. Il y a des gens très compétents dans l'industrie au niveau des entrepreneurs. Je ne pense pas qu'il y ait là vraiment le problème sur faire les travaux, mais c'est plutôt sur toutes les étapes que je t'ai mentionnées, là, où on n'accorde pas beaucoup d'importance à ces étapes-là. Donc, l'idée, c'est d'essayer de développer des outils simplifiés pour les villes, les ingénieurs, les gestionnaires d'infrastructures, pour qu'ils puissent tenir compte du besoin de leur route, puis après ça, sélectionner la bonne technique. La technique de recyclage à froid ou de retraitement en place, par exemple. Bien, merci beaucoup, Éric, d'avoir mentionné qu'il y a du positif dans l'industrie parce que, justement, on était avec ACI tantôt, avec Stéphane Reynaud, qui nous parlait des techniques, justement, de recyclage à froid. Je pense qu'ils ont été pionniers dans leur approche. Mais tu nous as aussi parlé du processus décisionnel. Ça, c'est important de tenir compte de l'ouvrage. Mais maintenant, j'aimerais ça peut-être aller plus en détail dans, justement, les techniques de recyclage à froid. C'est quoi la science en arrière de ça? Bien, les techniques de recyclage, il y en a plusieurs, là, dépendamment de quel est le problème de santé de ma route. Ben, je vais choisir une technique XYZ. Le recyclage à froid, par exemple, que tu as mentionné, pas du tout la même chose que le retraitement en place. Le retraitement en place avec stabilisation aussi, avec traitement des matériaux. Donc, c'est de sélectionner quel est l'outil approprié pour répondre aux problèmes de santé de ma route. La science derrière ces techniques-là, quand je parle aux entrepreneurs, ils me disent « ça fait 40 ans qu'on fait ça, Éric ». Je dis « ouais, je sais, mais la science a évolué depuis 40 ans. Les outils qu'on a à notre disposition, il n'y avait pas l'intelligence artificielle il y a 40 ans. Il n'y avait pas la puissance de calcul des ordinateurs qu'on a il y a 40 ans. On doit être capable d'actualiser les choses. » Fait que, au niveau de la science derrière ça, c'est des matériaux qui sont assez complexes. Moi, à la base, j'ai une formation comme chercheur en matériaux de chaussée, matériaux bitumineux. Donc, je suis un tripeux de matériaux. Puis ces matériaux-là, moi, je trouve que c'est les matériaux les plus tripants à étudier pour avoir travaillé avec le béton, les enrobés bitumineux, l'asphalte, un peu le bois, les matériaux composites. Parce que ces matériaux-là, c'est les matériaux de recyclage à froid ou de retraitement en place, par exemple.
C'est des matériaux recyclés, 100% de matière recyclée. Hein. On utilise les matériaux qui sont en place. Des fois, on ajoute un peu de nouveaux cailloux, dépendamment du problème de santé à régler. Ben, c'est des matériaux, après qu'on vient mettre un peu de bitume, un peu de ciment dedans, donc qui ont un comportement qui se rapproche de celui de l'enrobé. Donc, l'enrobé a un comportement qui est sensible à la température, à la vitesse des véhicules. Mais on vient mettre du ciment là-dedans. Fait que ça fait en sorte qu'il y a un comportement qui est évolutif dans le temps. Fait que jour 1 versus jour 28, 6 mois, le comportement du matériau va changer. Ça, d'un point de vue chercheur, c'est hyper intéressant à étudier. Mais ça se traduit en une complexité pour l'industrie. Parce que je te donne un exemple des travaux qu'on réalise avec mon équipe. On essaie de comprendre le comportement du matériau pour proposer des recettes, des formulations qui sont optimisées. Hein. On n'utilisera pas la même recette de matériaux pour une route avec 10 000 véhicules par jour versus un rang de campagne. Donc, c'est d'essayer de développer des nouvelles connaissances sur comment ces matériaux-là fonctionnent pour que l'ingénieur praticien dans l'industrie puisse faire « OK, sur cette route-là, j'ai un trafic XY. J'ai besoin de telle caractéristique. » Basé sur la compréhension du matériau, je vais choisir cette recette-là pour mes travaux. Pour, après ça, optimiser la durabilité de la route, mais aussi les coûts. Hein? Si je mets plus de ciment, nécessairement, ça va être plus cher. Mais plus de bitume aussi. Mais est-ce nécessaire pour qu'est-ce qui va circuler sur la route? C'est un des exemples qu'on essaye une question qu'on essaye de répondre avec mon équipe de recherche en ce moment-là. Fait que c'est une optimisation en fonction de la problématique en place qui sélectionne la bonne méthode corrective. Tu parlais que ça a une complexité pour l'industrie quand les matériaux y évoluent dans le temps. T'sais, on parle de béton, on parle de cuir. Est-ce que ça apporte des complexités pour les entrepreneurs ou tu maintiens, comme tu disais tantôt, que les entrepreneurs sont bons puis les techniques de mise en place sont rodées? Où est-ce qu'on se situe là-dedans? Je pense qu'au niveau des techniques de mise en place, là, hier, j'étais à une formation de Bitume Québec et je vais aux formations techniques pour entendre les entrepreneurs parler sur... Puis je pense que j'ai appris des choses. T'sais, hier, j'ai appris des choses dans la formation sur comment, logistiquement, comment on peut optimiser nos travaux. Fait que je pense qu'il y a une très grande expertise à ce point de vue-là. Il faut garder en tête que bien souvent, c'est pas l'entrepreneur qui va choisir la recette. T'sais, dans le devis, on va lui imposer des critères X, Y, Z. On est dans une approche très normative. On vient demander une recette, sans nécessairement décrire quel est le résultat attendu, hein, donc la performance attendue. Donc, on met beaucoup l'accent sur qu'est-ce que tu mets dans ta recette, ton matériau. Et donc, alors que ultimement, le résultat qu'on cherche à obtenir, c'est une performance de la chaussée. Fait que l'entrepreneur, lui, il est quand même assez limité dans son, je m'excuse l'anglicisme, là, mais dans son range of motion, dans son champ d'application, de sa marge de manœuvre, parce qu'il y a une recette à suivre. On ne lui demande pas une performance, on lui demande une recette. Fait qu'il a bien beau être l'entrepreneur le plus merveilleux au monde avec les meilleures connaissances, il faut qu'il respecte la recette. C'est un frein à l'innovation, mais c'est un frein aussi à mieux utiliser l'expertise des entrepreneurs. C'est sensible un peu, mais moi, je veux comprendre un peu ta perspective par rapport à ce que tu viens de mentionner, là, que la recette est imposée. Fait que le problème, il n'est pas à l'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce que tu souhaiterais que l'industrie fasse comme pivot à ce niveau-là? Ouais, je veux aussi mitiger, mais je veux pas avoir l'air d'un pro-entrepreneur. Hein? Je défends une mixité d'idées dans la recherche. Hein? J'ai des projets de recherche qui sont financés à la fois par des associations, des villes, des firmes de génie. Je les mets toutes autour d'une table pour que tout le monde puisse faire bénéficier de ses connaissances. Hein. Je veux pas qu'on pense que je suis pro-entrepreneur. J'aime bien les entrepreneurs, j'aime bien aussi les villes. Je travaille énormément avec les villes là, dans mes travaux de recherche, mais je pense qu'on aurait tout avantage à... Bon, le plus bas soumissionnaire, on n'a pas besoin d'en parler. Là. Ça, c'est un autre podcast. Ouais, c'est un autre podcast, là, mais ça, on tasse ça. Mais moi, je pense qu'on aurait avantage à laisser plus place à des suggestions, des propositions de la part de des gens qui ont cette expertise-là. Donc, un entrepreneur, par exemple, qui voudrait proposer une recette améliorée ou une recette maison, pourquoi ne pas lui laisser la possibilité? Pourquoi? Moi, ça et aussi,
j'ai pas 50 ans d'expérience dans l'industrie, hein, fait que des fois, les gens, des fois, ce que je dis, c'est mon impression après quelques modestes années dans l'industrie. Je trouve que des fois, on porte beaucoup d'attention sur, par exemple, dans la chaussée, la granulométrie, la compaction. Mais ce qu'on cherche à obtenir avec une chaussée, c'est une capacité portante. Tu sais, elle soit assez solide pour résister au passage, entre autres. Là. Mais on ne le mesure jamais. Pourquoi on ne le mesure pas? C'est pourquoi on porte tant d'attention sur des facteurs qui sont tous indépendants, hein, qui ont, oui, certes, une influence les uns par rapport aux autres, mais on met beaucoup d'accent sur des paramètres de contrôle, alors que ce qu'on cherche à obtenir, c'est une capacité portante. Mesurons-la. Le gros bon sens, quelque part, il est où? Là? C'est ça qu'on veut, une capacité portante. Exactement. Je ne sais pas pourquoi on n'y va pas vers une mesure de la capacité portante. Pourquoi c'est pas plus utilisé dans l'industrie. Mais moi, c'est quelque chose que je m'intéresse dans mes recherches. Hein, parce que c'est simple à dire comme ça, mais comment on le mesure? Avec quel type d'appareil? Quel type d'analyse on fait? Comment on encadre la méthode d'essai? C'est quoi les critères qu'on cherche à obtenir? C'est toutes des questions qu'il faut se poser. Mais je pense que, entre autres, pour répondre à la problème de l'état de nos routes, il faut s'en aller vers une approche plus axée sur la performance des chaussées et laisser un peu libre cours à des alternatives ou de la collaboration. La collaboration, totalement. Moi, je pense qu'on aurait tellement avantage à collaborer, tous les acteurs de l'industrie ensemble pour répondre à nos défis. Des énormes défis en ce moment. Le déficit d'entretien des infrastructures augmente sans cesse. On ne parle même pas des changements climatiques. Ça vient complètement changer la donne. On n'aura pas le choix. Il va falloir travailler en groupe pour répondre, pour trouver des solutions. On parle de ça aujourd'hui dans notre podcast pour justement l'expandre à travers l'industrie, le partager. Merci de nous donner ton point de vue là-dessus. J'aimerais ça aussi maintenant comprendre les facteurs de performance. On parle de recyclage à froid. Mis à part les critères qui sont imposés par le ministère ou par le devis sur une job, qu'est-ce qui fait qu'un recyclage ou une technique de réhabilitation va être bonne si, mettons, on parle du recyclage à froid? Il faut qu'elle réponde à un besoin. Moi, ce que je donne beaucoup souvent comme analogie, c'est l'analogie du médecin. Quand tu as un problème de santé, tu vas chez le médecin, il t'ausculte, il te pose des questions, il fait un diagnostic, il te prescrit un traitement qui est adapté à ton état de santé. Puis après, il suit l'évolution de ton état de santé. C'est la même chose avec une route. Il y a des routes qui n'ont pas nécessairement besoin qu'on vienne tout pulvériser ou qu'on recycle les matériaux en place. Ce qu'ils ont besoin, c'est simplement une couche d'usure, une couche de surface d'enrobé bitumineux. Dans ce cas-ci, je peux décider, moi, je vais faire un retraitement en place, hein, je recycle les matériaux, mais c'est pas ça que la route avait besoin. Ça peut être plus simple. Plus simple encore. Fait que, on pense beaucoup recyclage pour réutiliser nos matériaux, mais des fois, le meilleur traitement pour cette route-là, c'est simplement une couche d'usure, 60 mm. On enlève 60 mm, on remet 60 mm d'enrobé avec de l'enrobé recyclé dedans. D'un point de vue cycle de vie, je pense qu'on est pas mal plus gagnant de cibler, d'un point de vue analyse de cycle de vie, l'empreinte carbone, par exemple. Pas mal mieux de cibler un traitement qui est adapté à l'état de santé de notre route, problème de notre route, plutôt que d'aller systématiquement vers le recyclage à froid ou le retraitement en place. Je suis tannant, on veut parler de recyclage, mais moi, je remonte toujours en amont. Je pense que c'est de vraiment qu'est-ce que la route a de besoin. Et après, oui, préconisons toutes les techniques qui permettent de réutiliser des matériaux. On en a plusieurs, mais il faut se poser la question, c'est laquelle est la bonne pour ma route, ma pathologie de ma chaussée. Fait que tout passe par le diagnostic. Totalement. Sinon, sinon on se dirige vers un projet de réhabilitation en ayant un ou les deux yeux fermés. Fait qu'après, comment on peut s'attendre à que notre chaussée soit performante et durable dans le temps si on ne s'est même pas posé la question, c'était quoi le problème de ma route? On est à risque d'avoir des contre-performances. Peut-être que des fois, la chaussée va être performante et durable dans le temps parce qu'elle n'avait pas un énorme problème, mais d'autres fois, elle a un problème majeur qu'il faut adresser. Moi, je parle à des villes, des fois, ils me disent, nous, Eric, on fait systématiquement cette technique-là partout sur notre réseau. Je dis, puis moi, je les challenge, juste pour les aider à se remettre en question. Ça, j'aime ça, aider les gens à se remettre en question. Colin, Eric, c'est vrai, on n'y avait pas pensé. On va enlever juste l'enrobé puis on va en remettre d'autres. Il dit, oui, en plus, vous sauvez de l'argent.
puis vous répondez aux besoins de la structure de la route. Fait que, il y a plusieurs techniques de recyclage ou simplement des enrobés avec du recyclé dedans qui existent, mais je pense qu'on est beaucoup plus gagnant en sélectionnant le bon traitement pour le bon problème de santé, d'un point de vue cycle de vie, économique, technique. C'est hyper clair. Merci, Eric, d'avoir partagé là-dessus. Puis le fait que des fois, on utilise la mauvaise technique pour réparer un bobo qui n'est pas relié nécessairement, mais c'est un beau cadeau. Ça nous permet de sauver de l'argent. J'aimerais ça maintenant un peu comprendre les impacts puis les risques associés aux conditions climatiques. Tu en as parlé tantôt, ça évolue beaucoup. Est-ce que tu peux nous conscientiser qu'est-ce que ça va apporter sur justement les techniques de réhabilitation? Ouais, ça va être un sacré défi, hein, les changements climatiques, les précipitations importantes, beaucoup d'eau d'un seul coup, qui passe au travers de notre structure de chaussée, ça va être difficile de faire quelque chose qui résiste à ça. Hein. C'est une rivière qui déborde puis qui emporte ta structure de chaussée. Pas grand-chose que tu peux faire à part un gros bloc de béton bien ancré dans le roc. La route va partir avec. Après, il y a les cycles de gel-de-gel. Moi, je pense que les cycles de gel-de-gel, c'est un en fait, plutôt l'hiver changeant, le climat hivernal changeant, où là, on est rendu avec un climat froid, mais des fois chaud, puis surtout très humide. Il pleut l'hiver, où la neige fond. Cet hiver, ça n'a pas été si dramatique. Ça a fallu attendre à mars avant qu'on ait des dégels importants. Là. Ça, c'est comment l'hiver va évoluer. Pour moi, c'est le défi majeur pour nos routes au Québec. Parce que les inondations les plus importantes, il n'y a pas grand-chose à faire. Si une rivière déborde, on ne peut pas commencer à overdimensionner toutes les routes au Québec pour résister aux potentielles inondations. On n'a déjà pas assez d'argent pour entretenir notre réseau. Après les températures élevées, je pense qu'on est capable de pallier à ce phénomène climatique-là. Moi, je crois que c'est vraiment le climat hivernal changeant où là, on est appelé à avoir plus d'eau dans nos matériaux de chaussée, des gels, puis des véhicules qui circulent là-dessus. Parce qu'en soi, gel de gel, OK, mais quand il y a un gros camion qui passe là-dessus, c'est là où ça vient endommager la structure de chaussée. Et comment on s'adapte à ces hivers-là, je ne le sais pas pour l'instant. Je suis bien honnête, je ne le sais pas, parce qu'il y a très peu de recherche dans le monde qui se fait sur l'impact des cycles de gel sur les enrobés, mais aussi sur les matériaux de chaussée. On connaît globalement qu'est-ce que ça fait, le gel-dégel, sur nos structures de chaussée, la formation des nids de poules. Hein. Nous, à chaque année, à l'ETS, on fait une dizaine d'interventions médiatiques au printemps. On répète le même message à tous les médias. Que ça prend de l'entretien? Que ça prend de l'entretien, c'est causé par l'infiltration de l'eau, les poids lourds, blablabla, et après, on ne nous parle plus jusqu'en janvier de l'année prochaine. Donc ça, on connaît qu'est-ce qui se passe, hein, pourquoi une poule apparaît, mais comment on s'adapte. Moi, des fois, quand je suis en entrevue avec des médias, je me permets d'oser et de dire, l'une des solutions, ça serait quand il y a un dégel en janvier puis qu'il pleut, il n'y a pas de poids lourd qui circule. Sauf que, pour moi, en tant que chercheur en matériaux, c'est facile de dire ça. D'un point de vue logistique, économique, c'est un sacré challenge pour la société. Là. Aujourd'hui, il fait pas assez beau pour que les camions circulent. Aucune circulation de poids lourds. Tu imagines-tu l'implication que ça... C'est des solutions radicales. C'est peut-être trop radical. Fait qu'il faut adapter nos chaussées par rapport à ces climats hivernales-là qui vont être changeants. Je pense qu'il faut s'y intéresser. Moi, entre autres, je démarre un projet de recherche là, sur l'impact du gel-dégel sur les enrobés pour, premièrement, comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on comprend mal qu'est-ce que le gel-dégel puis l'eau font sur notre enrobé bitumineux. Puis après, proposer des adaptations ou des mesures ou des matériaux plus résilients par rapport à ça. Mais ça commence. C'est vraiment le fun que tu démarres un projet là-dessus parce que justement, tu as mentionné tantôt qu'il y avait quand même peu de recherche puis de connaissances sur les hivers changeants puis les cycles de gel-dégel. On connaît la généralité de la chose, mais pas le détail. Tu sais, moi, j'étais en conférence il y a un mois en France, puis
c'était une conférence sur la viabilité hivernale. Puis là, j'étais vraiment excité parce que je me suis dit, je vais rencontrer des chercheurs qui travaillent sur le gel de gel. J'ai rencontré au Japon, nord du Japon, là, j'ai vu des photos, on dirait nos routes. Hein, c'est plein de nids de poules. Ils ont ces problèmes-là, sauf que leur recherche est en japonais. Fait que c'est assez difficile de faire le transfert de connaissances. Je parle pas japonais. Ils travaillent là-dessus, mais là, on a un enjeu de la façon qu'est distribuée l'information de la recherche. On n'est pas capable de l'exploiter. Même chose en Norvège. Je parlais avec un chercheur norvégien. Souvent, c'est des rapports locaux qui sont publiés dans la langue. Là, c'est sûr qu'avec les outils de traduction à cette heure, on peut exploiter ces données-là, mais toujours un doute sur on est dans le très technique, est-ce que la traduction est bonne? Fait qu'il y en a un petit peu, mais localisé et c'est surtout pas mis en commun. Un des enjeux de la recherche, ça va être justement d'être capable de profiter des bonnes pratiques qui ont été faites à différents endroits dans le monde pour concilier l'information puis évoluer plus rapidement. Exact. Moi, je pense qu'un des éléments, souvent, les chercheurs, on voyage beaucoup dans des conférences. Ça pose certains enjeux familiaux. Puis il y a des gens qui pensent qu'on est dans un club med, mais c'est pas ça. Oui, les conférences, souvent, c'est dans des lieux agréables, mais c'est les échanges. Moi, quand je vais en conférence, c'est très, très rare que j'écoute les présentations. Je vous dis qu'ils sont en primeur, là, mais je parle avec le monde. Je vais là pour parler avec le monde. Puis je suis allé en Italie il y a 2 ans. Oui, l'Italie, c'est agréable l'été, mais je suis allé visiter des chantiers, je suis allé voir des usines où ils produisent des matériaux recyclés à 100%. Par exemple, le retraitement en place ou le recyclage à froid que tu as parlé précédemment. En ville, ça a des enjeux parce que les équipements sont très gros. Si je veux mettre ça, par exemple, sur le plateau Mont-Royal, oublie ça, je ne peux pas faire rentrer ces machineries-là. Mais il ne faut pas se border à ça. On est capable d'utiliser ces matériaux-là à 100% recyclés avec du ciment, du bitume, des matériaux à haute performance. On est capable de les mettre en place dans des milieux urbains très denses. Ils le font en Italie. C'est ce que je suis allé chercher comme information. Je suis allé voir les gars qui produisent les matériaux. Je suis allé voir des jobs. Ils m'ont tout expliqué comment ils faisaient. Puis cet été, on fait un projet avec la Ville de Montréal. Avec ces connaissances-là, ces matériaux-là, on va faire une chaussée dans un quartier résidentiel parce qu'on ne veut pas commencer par un gros boulevard, hein, un quartier résidentiel. On va tout instrumenter la chaussée pour comprendre comment ce matériau-là se comporte in situ. C'est un exemple direct d'un chercheur qui s'en va ailleurs dans le monde prendre des connaissances et amener ça ici pour les implanter parce que il y a énormément de recherches qui se fait dans le monde sur plein de sujets. Puis on vient à connaître un peu nos clusters d'informations. Moi, dans mon domaine, c'est beaucoup les Italiens puis le Brésil. Donc, j'ai énormément de contacts avec les Brésiliens un peu partout parce qu'on travaille en collaboration, on exploite nos données ensemble. Donc, c'est des relations gagnant-gagnant. Puis après, d'un point de vue technique, matériaux recyclés, le retraitement en place, le recyclage à froid, beaucoup de travaux sont faits en Italie. Donc moi, je suis en contact avec des chercheurs italiens là-dessus. Puis on essaie d'adapter ça à la sauce québécoise parce que là-bas, moi, quand je leur parle de gel, ils me disent « Aucune idée, Rick, nous, on n'en a pas de gel de gel. Là. Il fait 15 degrés au-dessus toute l'année. » Fait que là, on prend les matériaux, puis là, on étudie, OK, en contexte climatique québécois, comment ces matériaux-là se comportent. Fait que c'est un exemple concret moi, je pense que la collaboration internationale est super importante parce que on tire profit des expériences, des expertises de tous et chacun. On voit que la curiosité, ça fait partie de tes valeurs profondes. Ouais, je suis très curieux. C'est très fascinant, en fait, de savoir que cet été, il va y avoir un projet qui va être fait dans un milieu urbain. Moi, tu as piqué ma curiosité également. C'est quoi la différence quand on fait du retraitement ou de la réhabilitation à froid sur un rang de campagne versus en ville? Ça va être quoi la différence là, par rapport aux immenses machines qui forment un train? Là? Tu veux dire d'un point de vue production des matériaux? C'est quoi la différence? Tu sais, moi, les gens du podcast que tu as reçus, ces trains-là de recyclage à la fois, moi, j'adore. Je pense qu'à la base, pourquoi je travaille dans ce domaine-là, c'est que quand j'étais jeune, je tripais sur les grosses machines de construction, puis je vois mon petit gars de 5 ans, puis c'est la même chose. On voit des planeuses, on arrête, puis on va les voir, tu sais, ils sont parqués sur le bord de l'autoroute, là, on va les voir. Fait que je pense que c'est une raison de pourquoi je travaille dans ce domaine-là, c'est que les grosses machines, j'aime ça, les grosses machines. Mais pour répondre à ta question, c'est que on va
prendre des matériaux, la job est là, l'entrepreneur, pas moi, l'entrepreneur va enlever les matériaux. Puis au lieu de remettre un MG20 conventionnel, un gravier concassé conventionnel, ben là, on va avoir une centrale où on va reproduire ce qu'on aurait eu avec du retraitement en place, donc un blend environ 50-50 gravier enrobé recyclé. On brasse ça dans un je dis un POG 1000, je ne sais pas exactement ce que l'entrepreneur va utiliser, là, mais un malaxeur où on injecte du bitume, un peu d'émulsion de bitume et du ciment. Ça se fait à froid. On charge ça dans un camion, on arrive au chantier, on décharge ça en place, on place ça avec une niveleuse et voilà. Donc, on est venu répliquer ce que la machine, traditionnellement, on appelle ça une pulvo, là, mais c'est, je ne sais pas c'est quoi le vrai terme, une pulvérisatrice ou une pulvo qui vient, elle, concasser les matériaux, mélanger les matériaux en place. Ben, au lieu de faire ça in situ, on le fait dans une usine, puis on amène les matériaux sur le chantier. Fait que tu le fais juste à côté, à la place de le faire dans le train pour que ça ressorte avec une paveuse ou une niveleuse. Oui, exactement. On réplique le matériau, pas le processus de fabrication des matériaux, mais ce qu'on obtiendrait comme matériau in situ dans une centrale pour pallier au fait que la machinerie ne peut pas opérer à cet endroit-là. Donc, c'est un projet pilote qu'on fait. Des entrepreneurs me disent qu'ils l'ont déjà fait dans le passé. Moi, c'est la première fois depuis que je suis dans l'industrie que je vois ces matériaux-là. Puis je suis très enthousiaste parce que je trouve que ça vient répondre à des villes, il y en a beaucoup au Québec qui sont qui ont des environnements denses. C'est compliqué des fois. La machinerie là-bas, les services aussi, les égouts, les trottoirs. Je suis très enthousiaste par rapport au fait que ça va être une technique qui va être utilisée éventuellement au Québec dans les villes. Mais tu sais, c'est fascinant parce que là, le fait qu'on puisse faire ça dans les villes, ça ouvre la porte à beaucoup plus de recyclage. Exactement. Chaque année, Bitume Québec produit un sondage où on parle de la quantité d'enrobés recyclés qui seraient prêts à être utilisés. Je pense qu'on est dans les 8 millions de tonnes en ce moment là, qui attend en réserve chez les entrepreneurs. T'sais, on travaille beaucoup sur l'incorporation du recyclé dans le nouvel enrobé bitumineux, mais on en met maximum 20, 30, 40 si on va. On ne passera pas au travail du tas de 8 millions là, de GBR qui est en pile chez les producteurs. Ben, si on le met en fondation, et là, on peut aller à 50, on peut aller à 60, des fois même 100% sur des épaisseurs plus importantes. Fait que là, on peut en réutiliser beaucoup plus comme matériau de fondation au lieu de exploiter une carrière, concasser du gravier neuf. Puis à la base, en Italie, c'est pour ça qu'ils ont développé ces techniques-là, parce qu'ils ont eu un moratoire, ils ne pouvaient plus développer de nouvelles carrières. Le réseau routier en Italie, il est assez important. Fait que là, ils n'ont pas eu le choix d'aller vers les matériaux recyclés. Hein. À cette heure, c'est rendu tellement monnaie courante qu'ils ne veulent pas revenir en arrière. Ils utilisent... C'est trop économique. Même mes collègues me disaient, Eric, c'est rendu difficile de faire évoluer ces techniques de matériaux recyclés-là parce que les entreprises sont habituées, puis ça marche bien, on veut pas changer nos façons de faire. Fait qu'ils ont un autre défi, eux autres. C'est pas plus de recyclage, c'est comment faire évoluer ces pratiques-là. Fait que là, on prend des techniques qui ont été réalisées en Italie, par exemple, on applique ça, on fait des tests cet été. T'as-tu des chiffres par rapport au futur, par rapport aux 8 millions de tonnes? Ça ressemblerait à quoi nos économies si on ouvrait la machine là, du recyclage? Là? Moi, je suis vraiment pas bon avec l'aspect économique. C'est un gros manque parce que je suis un gars très technique. Mais comme le potentiel économique, c'est 8 millions de tonnes-là, c'est des cailloux de bonne qualité, du moins dans une grande proportion. Puis c'est du bitume. Le bitume, ça coûte 1 200 $ la tonne. Ben, le 8 millions de tonnes, si mettons on prend une hypothèse conservatrice qu'il y a 4% de bitume dedans, j'ai pas ma calculatrice, là, mais il y a beaucoup de millions de dollars qui dorment en tas dans les cours des entrepreneurs. Pourquoi ne pas l'utiliser? C'est du bitume qui a déjà été produit. On peut le récupérer, puis on peut le mettre à profit dans les nouveaux enrobés, dans les matériaux de fondation. D'un point de vue économique, ça doit certainement avoir un avantage, mais surtout d'un point de vue empreinte carbone. On évite de produire un nouveau matériau, du nouveau bitume, des nouveaux cailloux. Ben, nécessairement, ça se répercute par une empreinte carbone qui est de notre cycle de notre matériau, notre cycle de vie qui est réduite. Là. Fait que
Justement, on va en parler tantôt dans un prochain podcast avec Bitume Québec, voir c'est quoi leur mission pour la réutilisation des matériaux granulaires riches en bitume. Est-ce que tu peux nous parler, Éric, un peu de ta perspective du futur? Je suis sûr que tu as plein d'affaires à dire là-dessus. On n'a peut-être pas le temps de faire un autre podcast, mais où est-ce que tu espères qu'on s'en va avec ces techniques de réhabilitation-là? Moi, avec le processus de réhabilitation globale, moi, je pense qu'il faut faire faut faire un point d'arrêt, puis ça regarder ensemble, puis collectivement se poser la question. Collectivement, je parle pas juste des gens de l'industrie, je parle aussi des utilisateurs. Qu'est-ce qu'on fait avec notre réseau routier? Il est défoncé, il est défoncé de partout, notre réseau routier. Puis il faut arrêter de se leurrer. Moi, je ne crois pas qu'on va rattraper le déficit d'entretien. Moi, quand j'entends les politiciens dire qu'on est sur la bonne voie, moi, je ne les crois pas. Je pense que c'est des fausses croyances. Hein? Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut baisser les bras? Pas du tout. Moi, je pense que je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras parce que je suis trop curieux. Je suis trop motivé. Fait que je pense qu'il faut se poser la question... c'est quoi nos attentes envers notre réseau routier? T'sais, on a beaucoup développé le réseau routier dans le passé et on a pavé des chemins où il y avait très peu de circulation. En faisant ça, on s'est induit un besoin d'entretien. Alors qu'il y a d'autres techniques, on n'a pas parlé du traitement de surface, mais le traitement de surface est une technique qui existe pour les chemins de gravier faiblement sollicités. Ben, on est venu mettre une couche d'enrobé, on s'est mis le bras dans le tordeur, on n'a pas le choix de l'entretenir pendant 15-20 ans. Mais collectivement, il va falloir se poser la question, il y a un besoin partout. Qu'est-ce qu'on préconise? Est-ce qu'on préconise d'en faire moins, mais de la façon la plus optimale à chaque année, en ayant en derrière la tête que une grande portion du réseau routier va être en mauvais état. Ça va être long rattraper un peu le retard, pas complètement, parce qu'on n'y arrivera pas, je pense. Ou bien on priorise les kilomètres, sachant qu'on prend la technique, qui n'est pas la plus optimale, mais on veut faire le plus de kilomètres possible par année. Moi, je pense que c'est quelque chose, c'est un débat de société qu'on devrait avoir. C'est pas juste une question que les ingénieurs, décideurs doivent répondre. Je pense que ça aurait le mérite d'avoir une discussion en tant que société, qu'est-ce qu'on veut prioriser. Puis après, vers le futur, moi je pense que, évidemment, je prêche pour ma paroisse. La recherche qu'on fait, je lance une nouvelle chaire de recherche dans les prochains mois là, avec 8 municipalités, puis un institut de recherche à l'ETS où on s'intéresse à ce processus-là. Fait que je pense qu'on va avoir des bonnes choses, des meilleurs outils pour l'industrie. Et après, je suis quand même assez optimiste parce qu'en ce moment, je vois beaucoup d'organismes, l'Ordre des ingénieurs qui font des sorties sur la crise des infrastructures. Il faut que quelqu'un prenne la balle au bon, puis qu'on ait je pense qu'un débat de société sur qu'est-ce qu'on veut faire avec notre réseau. C'est un actif considérable, nos routes. On l'oublie, là, mais c'est nos routes qui nous permettent d'aller à l'hôpital, d'aller à l'école, d'aller travailler, d'aller s'amuser dans le bois. C'est une infrastructure essentielle, une route. C'est plus que juste une couche d'asphalte. Mais qu'est-ce qu'on veut avec notre réseau routier? Est-ce qu'on accepte que certains tronçons vont rester dégradés? Est-ce qu'on accepte de réduire la taille du réseau routier, d'enlever des surfaces pavées à certains endroits? Ça, c'est plus d'un point de vue politique décisionnel. D'un point de vue technique, ça serait de mentir, dire que je ne suis pas optimiste, là, parce que je lance une chaire de recherche sur ce sujet-là, mais je suis quand même assez optimiste, moi, de voir des villes, des municipalités s'embarquer dans une chaire de recherche liée uniquement à la réhabilitation de chaussées, à l'ETS qu'on fait, c'est quand même encourageant. Ça veut dire que des décideurs décident de Colin, faut faire avancer les connaissances dans ce sujet, dans ce domaine-là. Et que ça vienne des décideurs, je trouve que c'est positif. Ça veut dire qu'ils sont ouverts à voir des nouvelles pratiques, à faire avancer la science. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est toujours long, mes réponses, moi. Mais non, mais c'est parfait parce que c'est de comprendre un peu où est-ce qu'on se situe dans le débat socio-économique de qu'est-ce qu'on fait avec les routes, parce que c'est une grosse question. Maintenant,
la recherche, elle, comment tu vois qu'elle va évoluer? Là, tu nous parles de beaux projets de gel-dégel, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup des études faites à ce niveau-là, mais comment tu penses que la recherche va évoluer avec la conscientisation des villes, justement? Ben, moi, je pense, un des éléments, moi, je suis pas un professionnel en intelligence artificielle, mais je me dis que l'intelligence artificielle a certainement un rôle à jouer sur la façon de connaître notre réseau routier. Tu sais, les villes, je te donne un exemple comme ça, là. Les travaux publics circulent constamment sur le réseau des villes. Ben, on pourrait envisager de doter ces véhicules-là de caméras, par exemple, qui osculent en temps réel, ben, en fait, qui accumulent de la donnée et qu'on vient feeder une plateforme alimentée par l'intelligence artificielle qui est capable de Caractériser. ouais, parce que si on a un ingénieur qui est derrière ça puis qui fait le classement des vidéos, puis c'est très chronophage, puis je pense qu'on aurait avantage à explorer ces avenues-là. Donc, là, je pense que l'intelligence artificielle pourrait nous aider pour connaître notre réseau routier. Après, c'est sûr que les méthodes de conception de chaussées ont beaucoup évolué. La façon qu'on peut caractériser nos matériaux aussi ont beaucoup évolué. Fait que je parlais de formulation, de recettes optimisées. Ben, moi, je pense que c'est une avenue intéressante, hein, de mettre encore plus de matériaux recyclés, puis d'avoir un matériau qui répond vraiment à notre besoin de la route, mais qui est aussi réaliste à produire, hein, parce qu'on pourrait dans mon labo, je pourrais développer un matériau super performant, mais qui, dans les faits, ne serait jamais utilisé parce qu'il est trop cher, ou qui est impossible à réaliser d'un point de vue technique. Fait que d'un point de vue de comment la recherche va évoluer, je pense que d'intégrer cette vision-là transversale de la science, mais aussi la pratique, les changements climatiques, comment on tient compte des changements climatiques dans notre dimensionnement de chaussée, dans la performance de nos matériaux. Notre matériau, quand j'évalue sa recette, ben maintenant, je vais sous-évaluer le gel-dégel, par exemple, parce que il y en a de plus en plus. C'est de faire évoluer nos pratiques comme ça en compte de changement climatique et de le transfert de connaissances potentielles. C'est vraiment un beau défi quand on regarde ça. Puis tant mieux si on est optimiste parce qu'il faut être en équilibre à travers plusieurs sphères, l'économie, l'environnement, l'optimisation, les techniques. Mais je peux te dire, Eric, qu'on est choyé de t'avoir eu aujourd'hui sur notre podcast. Tu nous as parlé de ton parcours, tu nous as parlé des techniques, puis de l'innovation, de la réhabilitation, puis tu nous as mentionné plusieurs fois que les diagnostics, tout commence par là. Puis tu nous as même dit où est-ce qu'on s'en va avec la recherche. C'est super plaisant de voir que cette année, on va avoir des projets innovateurs à Montréal. Merci de nous avoir partagé ça. Donc, tu nous as définitivement aidé dans notre mission d'élever le niveau de l'industrie en donnant des techniques, des astuces, des bonnes pratiques. Je veux rappeler à notre audience de partager le podcast avec votre network pour nous aider justement dans notre mission. Merci encore, Eric, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. N'importe quand, réinvitez-moi, je vais continuer de vous parler de roche chaussée. Merci.